Je travaille le lion de l'Atlas. Pour le moment, je suis en train de faire des recherches de lion, de travailler sur tous les crinières. L'animal est assis. Comme c'est un animal qui court, qui saute, il a une colonne vertébrale un peu particulière. Et on retrouve ça sur tous les animaux qui sautent. Il faut éviter que la colonne vertébrale se casse au moment où l'animal se reçoit après avoir fait un saut. Donc les vertèbres ont des formes très particulières. Et les muscles qui s'attachent au niveau des omoplates, au niveau du bassin, sont très importants à tenir sur ces vertèbres. Et donc là, il n'y a pas d'agressivité. C'est l'animal qui observe, qui est un petit peu celui qui craint le moins les autres parce que c'est lui le prédateur, quoi. Donc il observe. Il observe peut-être son garde-manger qui se déplace devant lui, je ne sais pas. Mes animaux, je les vois vivants. Je vais sculpter des animaux assez ronds, puisque la rondeur se prête à la sculpture, et la sculpture aime beaucoup la rondeur. Des ours, des gorilles, des lions, des animaux épais. La sculpture aime bien un passage de l'ombre à la lumière de façon très douce, et la rondeur permet justement cette douceur dans la sculpture. C'est pour ça que j'aime bien travailler ces animaux-là. J'ai du plaisir à travailler la rondeur, c'est peut-être mon style. Je suis Michel Bassompierre, sculpteur animalier. Je suis comme un vieil enfant qui continue à faire ses jouets. C'est-à-dire que depuis que je suis enfant, j'ai trouvé qu'il y avait une beauté. Et cette beauté, j'ai essayé de la conserver en moi. Me dire que dans la nature, il n'y a pas que de l'agressivité, il n'y a pas être tout le temps sous tension. Même si la nature est extrêmement dure, elle est cruelle, elle est très violente quelquefois quand on regarde. Les animaux se mangent entre eux, les animaux mangent les plantes se mangent entre elles aussi, elles s'étouffent les unes les autres parce qu'il faut survivre. Alors, c'est violent, c'est sûr, c'est cruel, mais c'est jamais méchant. Alors que l'individu, l'humain, lui, il peut cultiver la méchanceté. Donc, depuis que je suis enfant, je fais mes jouets. Maintenant, certains me disent, je fais penser à Geppetto, le papa de Pinocchio. Ben oui, pourquoi pas. Je vois l'animal, je le sens vivant, et j'essaye de le représenter vivant, comme un enfant a envie d'avoir un animal chez lui. Bon, moi, je n'ai pas d'animaux autour dans la maison, sauf les animaux qui viennent autour de la maison, mais j'en ai pas parce que j'en ai pas besoin. Je suis moi-même, je fais partie de ce monde animal, chacun son territoire, donc j'ai besoin de créer de la douceur. Et puis cette douceur est peut-être enfantine, mais c'est pas grave. Vaut mieux une douceur enfantine, parce que l'enfant, il a encore toute la vie devant lui, alors que le vieillard, il n'a plus grand-chose. Donc il vaut mieux voir des choses enfantines que des choses pour les vieux. Votre lion, il a la queue en l'air. Oui, il y a un mouvement nerveux de la queue. Si la queue bouge, il n'est pas mort. Entre un lion qui est posé sur ses quatre pattes et le lion assis, il y a une différence au niveau de l'expression, je dirais. Celui qui est assis, c'est beaucoup plus tranquille que celui... un animal qui est couché, par exemple, pour lui, tout est cool. Par contre, s'il est sur ses quatre pattes, c'est qu'il peut être prêt, soit attaquer, soit sauver, tout ça. Donc là, j'essaye j'essaye de travailler différentes postures. Comme le gorille, c'est vrai qu'un gorille assis, il est là à observer. Celui qui se déplace, il sait déjà ce qu'il va faire. Celui qui est assis, il ne sait pas ce qu'il va faire. Le lion, on le représente féroce. C'est parce que c'était à la gloire des chasseurs, de tous ces assassins, qui avaient besoin d'avoir la peau du lion avec sa tête agressive pendue dans leur salon. On représentait effectivement l'animal systématiquement agressif. Pourquoi représenter un animal agressif alors que finalement,
les 3/4 ou les 4/5 de son temps, il n'est pas agressif. Donc je le représente doux, je le représente sage, je le représente cet animal qui observe surtout, qui observe ce que nous on ne sait plus faire. Un lion grimaçant, je trouve que c'est moins beau qu'un lion qui nous regarde avec sagesse, quoi. Les matières que j'utilise, au départ, c'est la terre, c'est l'argile, quoi. Donc je fais mon sujet en argile. Ce sujet en argile, ça va être moulé en plâtre. Donc je reprends mon plâtre, je retravaille dessus pour avoir la finition. Ce plâtre va permettre soit donc de faire un bronze, soit de faire un marbre ou albâtre, ou dans les pièces agrandies. On fait des grosses pièces maintenant en résine, ce qui nous permet de faire des expositions temporaires et de les déplacer à la main sans avoir à faire appel à des machines. Sachant qu'un marbre va durer, je sais pas, 4-5 000 ans, un bronze 3-4 000 ans, si on ne va pas le fondre pour faire des canons, comme à l'époque de Napoléon ou même des époques antérieures. Et puis la résine, la durée de vie, donc c'est court, c'est comme une coque de bateau, ça ne dure pas très très longtemps. Sinon, une terre cuite, dans mes esquisses, mes petites pièces, terre cuite, ça peut durer plus longtemps, évidemment, puisqu'on retrouve des éléments de l'époque de la préhistoire. Donc c'est peut-être ce qui dure le plus longtemps, l'original. Je travaille aussi maintenant avec baccarat. Baccarat, c'est le cristal. Mais par contre, le bronze et le marbre expriment vraiment la finition parfaite, la douceur. Ces deux matières sont très riches. Une bonne sculpture, on aura envie de poser la main dessus. Si on n'a pas envie, s'il n'y a pas de relation entre les yeux et la sculpture, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un message qui ne passe pas. Ces deux matières sont très attachantes, ces deux matières parlent différemment. Le marbre permet, on retrouve la douceur de la ligne, la douceur des courbes. Qu'est-ce que c'est que le marbre? C'est un calcaire. Calcaire, c'est quoi? C'est les coquilles de tous ces bivalves, tous ces animaux marins qui ont laissé leur squelette externe, qui se sont entassés. Et donc, on travaille avec une matière. Ça a été une matière vivante, mais c'est une matière morte après. Et je redonnais vie à la matière morte. Ben oui, c'est la boucle. C'est normal. C'est une façon de recycler de la matière morte. C'était un rêve d'enfant, peut-être. Alors, il y a l'animal. Là, je vois le miel, lui est en train de se lécher les pattes. Lui, il est en lui-même, en quelque sorte, il est heureux. L'ours qui est en train de jouer les pattes en l'air, là, c'est parce qu'il y a un insecte. Ou alors ils sont plusieurs à jouer, deux à jouer. Et puis par contre, là, on a des animaux, l'expression, l'animal qui est surpris. Qui est surpris parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il a senti. Nous, il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui arrive en face de soi ou qui fasse du bruit pour que dans notre dos, on arrive à le voir arriver. L'animal, il le pressent. Donc, il va se retourner pour essayer de voir d'où vient ce qui se passe. Donc, il y a toujours beaucoup d'expressions dans cet animal qui tourne la tête. Et puis, il y a le problème de la composition. Comment répartir mes volumes, telle et telle direction, essayer de répartir un petit peu en étoiles, ou j'irais même presque. L'étoile, c'est un peu plat quand on a une étoile de mer. En oursin, où il va y avoir toujours quelque chose dans toutes les directions pour que la composition soit sympathique. C'est comme celui qui est couché là sur le dos, c'est un ours polaire, essayer d'avoir une composition où il faut que ça remplisse l'œil et des éléments un peu dans toutes les directions, et on doit retrouver ça, tout au moins dans mes sculptures. Ça part par là, et ça, on doit toujours le retrouver dans mes sculptures. C'est surtout le mouvement du corps qui va donner cette expression.
À l'époque où j'étais adolescent, j'allais en forêt, soit j'allais avec mes frangins, soit j'allais seul. On passait la nuit en forêt, à écouter la forêt qui s'endort, et puis voir la forêt qui se réveille. Alors tous les animaux qui n'auront pas été mangés pendant la nuit par les autres, eux se mettent à chanter, ce sont souvent les oiseaux ou les mulots, toutes les petites bêtes qui auraient pu être mangées soit par des rapaces nocturnes, soit par tout ce petit monde qui a besoin de manger, tous ces petits carnassiers. Donc, entendre la forêt qui s'endort, vivre autre chose que la cité, je crois que c'est ça mon rapport au monde sauvage. J'en ai besoin. C'est pour ça que là, j'ai la chance d'avoir, comme on dit, un petit bois derrière chez moi, avec les sangliers qui viennent me labourer la pelouse, avec les chevreuils qui viennent manger jusque devant la fenêtre de mon atelier. Ben là, je suis heureux. Je suis avec mes frères animaux. Bon, ça m'empêche pas de recevoir des humains quand même, mais pour moi, il y a un bonheur. Puis de voir le fonctionnement de ces animaux, de voir cette indépendance. Pour moi, c'est un bonheur. Peut-être comme un enfant. Il n'y a qu'à voir les enfants, dès qu'on leur présente un animal, ils ont envie de l'envelopper. Ils viennent essayer de toucher, même si l'animal est dangereux, ils ne se rendent pas compte. Il n'y a pas de... Mais il y a ce besoin. Peut-être ce besoin humain, je ne sais pas. Donc c'est peut-être ce qui me reste d'humanité. Représenter un animal paisible, presque comme un animal qu'on surprend, on arrive derrière sans bruit, où on est assis contre un arbre depuis si longtemps qu'ils ne se rendent pas compte qu'on ne fait pas partie de l'arbre. Donc l'animal, il est tout seul. Pour voir des animaux sauvages, il faut vraiment faire partie de la nature, s'asseoir au pied d'un arbre, et puis on observe, puis les animaux finissent par revenir. Surtout si on est assis, on n'est plus debout, il n'y a pas ce danger de l'humain. Donc essayer de se cacher dans la nature, et puis quand on voit l'animal, qui a l'impression d'être seul, bon, il peut être relativement attentif pour voir s'il n'y a pas un danger pour lui, mais il est plus calme. Et c'est vrai qu'au niveau de la sculpture, s'ils sont au repos, ils sont souvent, c'est plus sculptural pour moi que cet animal qui est en train de bouger, qui est agressif. Surprendre un animal, enfin le surprendre, le voir alors qu'il ne sait pas qu'on est là, je trouve ça formidable, quoi. Un chevreuil dans un pré, par exemple, et j'en vois pas. Tac, et nous, il y a quelque chose. Il y a un autre instinct animal, il y a un autre animal. Mais c'est souvent... L'animal, il nous laisse rapprocher jusqu'à une certaine distance, puis après, hop, non, il y a danger. Ou alors, il faudrait qu'on soit à quatre pattes, quoi, à la limite. Il n'y a qu'à voir comment faisaient les peaux rouges pour approcher les troupeaux de bisons. Donc, savoir se cacher. Cacher cette forme humaine qui fait peur aux animaux. Parce que pour eux, cet animal qui est debout, c'est un danger. L'animal sauvage, il est complètement indépendant, il est autonome, il faut qu'il se débrouille tout seul. Alors que l'animal domestique, lui, je pense qu'on a amputé une partie de son cerveau et de sa réflexion, puisque lui, il a mangé à la cantine, où il est installé, il a plus ses prédateurs parce qu'il est protégé. Mais moi, bon, je ne suis pas animal de compagnie, je ne suis pas animal domestique, donc je vois plus animal sauvage. Parce que derrière l'animal sauvage, il y a un sentiment de liberté, d'une liberté sage, qui calcule ses chances de survie. Il est libre d'échapper à la mort, quoi. L'humain lui-même est sauvage. Alors qu'il se comporte en sauvage, oui, qu'il se comporte comme une bête, non. L'être humain doit rester un animal dans son côté noble, ce qu'il oublie souvent de faire, hein. C'est quoi être sauvage? C'est avoir sa propre réflexion.
L'humain, à force de paix sauvage, eh bien, il est complètement tributaire de la télé, des horaires, de la pendule, de ceci, de cela. Et l'animal, lui, il est tributaire de son estomac, et c'est tout. Et nous, on n'est même plus libre de notre pensée, parce que toutes nos pensées sont manipulées maintenant. L'être humain est manipulable, l'animal, non. L'animal qui est solitaire a besoin de développer presque plus d'intelligence, parce qu'il est tout seul pour s'en sortir, alors que l'animal qui vit en groupe compte toujours sur l'autre, suivant qu'il le prévient d'un danger, et ainsi de suite. Moi, j'ai besoin d'être tout seul pour travailler, j'ai besoin d'être tout seul pour rêver. Je ne suis jamais tout seul, je suis avec mes rêves. J'ai cette chance-là. Je ne me suis jamais ennuyé, parce que j'ai beaucoup d'imagination. Je pense qu'il faut que les enfants s'ennuient pour développer leur imagination, leur imaginaire. Il faut de la solitude. La solitude, c'est un peu une richesse. Maintenant, ne pas aimer les autres et ne pas trouver de plaisir à rencontrer les autres, c'est passer à côté quand même de certaines formes de bonheur. Et les autres, c'est du plaisir aussi quand même. Mais justement, le plaisir, c'est de les retrouver après des grands moments de solitude. La solitude sur le plan artistique, c'est vrai que en sortant des Beaux-Arts, comme je me suis orienté vers l'art figuratif, je sais ce que c'est que la solitude. Ce que je faisais, c'était pas la mode, mais ce sont des cycles. Maintenant, ça revient. Je me sens moins un paria, donc j'ai pas besoin d'être un solitaire. Moins. Mais la solitude, c'est peut-être aussi pour se cacher. Le meilleur professeur, c'est le temps passé soi-même seul à travailler, à comprendre. Pour faire une sculpture, il faut 50 ans. Le meilleur prof, c'est d'abord d'essayer de dessiner l'animal sur place, là où il est, se le mettre en tête, de déshabiller, étudier les squelettes dans les muséums, c'est fait pour ça, puis essayer de comprendre comment ça s'articule, comment ça bouge, et puis discuter aussi avec des gens. L'ours polaire, par exemple, quand il avance, eh bien, sa patte arrière se pose, son pied arrière se pose dans l'empreinte de son pied avant. C'est une économie d'énergie, parce que s'il faut qu'il fasse un autre trou, ça veut dire qu'il se freine. Donc, et on retrouve la même chose, la position des pattes, pourquoi tourner vers l'intérieur. Tout ça, c'est un tout qui fait partie du côté de la personnalité de l'animal, l'étudier, le regarder marcher, le comprendre, s'imprégner. On est 4 dans ma tête. Il y a l'animalier, celui qui a la connaissance de l'animal, de son fonctionnement avec les autres de la même espèce ou d'autres espèces. Donc ça, c'est l'animalier. Il y a l'anatomiste, celui qui déshabille l'animal, qui va étudier les squelettes dans les muséums d'histoire naturelle pour comprendre comment ça s'articule, à quel niveau l'articulation se fait, pourquoi dans telle position, des marches de l'ours, des marches des fauves. Donc ça, c'est l'anatomiste. Et puis, il y a le dessinateur. Alors, au Beaux-Arts, on faisait des dessins en 10 secondes. Toutes les 10 secondes, le modèle changeait de position. Et donc, en 10 secondes, on arrivait à capter l'essentiel. On enregistrait l'essentiel. Et puis, le dernier à travailler dans ma tête aussi, c'est le sculpteur, le modeleur. Et donc, je pense que c'est le dessinateur qui capte, par son dessin, qui capte l'esprit de l'animal. Et l'esprit de l'animal, on le retrouve en sculpture, c'est par le dessin qu'on rend un animal vivant. Donc un sculpteur qui ne dessine pas, surtout un animalier, je ne vois pas trop comment il peut amener la vie dans cette sculpture.
Avec l'humain, on a vite fait le tour des positions qui peuvent se prêter à la sculpture. L'animal, c'est une infinie variété de positions. C'est pour ça que, non, puis je suis plus attiré par l'animal en sculpture que par l'humain. Depuis enfant, l'animal m'a toujours étonné. Les animaux les plus difficiles que j'ai eu à faire là, dernièrement, c'est des animaux dont on ne voit pas les membres, ou très peu. J'ai fait un morse, et le morse, c'est une espèce de grosse limace, une espèce de trou mou. Et en réalité, quand on regarde bien le squelette, ben non, il y a un squelette, c'était très précis le squelette. Donc il a fallu que j'étudie le squelette pour comprendre comment c'était fabriqué. Je voulais faire un morse pour le musée océanographique de Monaco, j'avais une expo sur les pôles Nord, pôle Sud. Donc un animal du pôle Sud, le morse des pôles Nord et l'ours blanc, et puis pôle Sud, ben, le manchon empereur. C'est pareil, le manchon empereur, quand il rentre sa tête dans son corps, ben, on ne voit plus rien à part ses petites ailes trophiées. Et donc, pareil, comprendre le squelette pour que la forme générale ne ressemble pas à un sac à patates, mais qu'il soit quelque chose de précis. Et au musée océanographique, il y avait 2 squelettes, un squelette de morse et un squelette de ce qu'on appelle le léopard de mer ou le lion de mer. Donc c'est un animal des mers du Sud, quoi. Et les deux, quand je regardais les squelettes, mais c'était les 2 mêmes squelettes apparemment. Et l'arrière, on retrouvait bien séparés les membres. Or, le morse traîne son arrière, alors que l'otarie, les lions de mer, tous ces animaux-là, eux, déplacent leur patte arrière, leur nageoire, séparément, alors que le morse traîne son arrière. Et la morphologie est la même, la morphologie osseuse. C'est étonnant, l'étude des squelettes. Il a fallu que j'étudie le squelette du cachalot pour comprendre la forme du cachalot qui est très particulière. Et effectivement, il a cette énorme masse frontale, alors que si on regardait que son crâne, bah, ça fait plus penser à un crâne d'oiseau, avec un bec très long. Effectivement, il faut déshabiller l'animal pour comprendre comment il est fabriqué à l'intérieur. Voir d'abord le squelette, ensuite tous les muscles, puis ensuite les masses graisseuses et autres, la fourrure, le poil, tout ça, et puis après, synthétiser tout ça. Et il suffit de voir les mains pour voir comment est fabriqué le reste de l'individu. Et oui, parce que la main parle beaucoup. L'idée, c'est d'épurer, c'est-à-dire qu'on ne veut plus raconter une histoire, on ne veut plus avoir tout un tas d'éléments qui n'ont pas forcément quelque chose à voir ou qui amènent un côté violent. C'est le sujet tout seul qui fait la sculpture. Donc l'animal va se trouver tout seul. Donc l'idée, c'est d'amener quand même une certaine vie. Parce que c'est vrai que quand on voit 2 animaux qui se bagarrent, c'est du vivant, c'est du violent. Et là, il s'agit pour moi d'amener du vivant par l'esprit, donner une impression de vie chez l'animal et la forme que j'essaie de représenter. Donc, supprimer l'anecdote, et aussi, au niveau de la forme, simplifier la forme, épurer, penser sculpture plutôt que penser à son thème, qui était l'animal en train de faire passer à la forme pure, c'est-à-dire que tout le côté vivant, c'est dans une forme simple. Comment amener le vivant dans quelque chose d'ultra simple. La tête, je la ferai en dernier. Et ce que je fais vraiment en dernier, ce sont les yeux. Quand j'arrive aux yeux, c'est comme si j'arrivais au dessert.
La nature, elle va inventer la beauté. Mais alors le cheval, lui, c'est du supplément. Pour moi, c'est le plus bel animal au niveau pour un sculpteur, je dirais pour un dessinateur, c'est l'animal le plus merveilleux au niveau de la forme, des proportions, tout ça. Pour moi, c'est très beau. Puis gamin, quand j'allais chez mes grands-parents qui étaient en retraite à la campagne, on entendait passer les chevaux sur la route quand ils revenaient avec des charrettes le soir. Et on courait à la barrière pour voir passer ces gros chevaux, parce que pour nous, c'était merveilleux, un cheval. Pour un petit gamin de la ville, moi j'étais à Paris avant 20 gamin, donc pour un gamin de la ville, le cheval, cette belle chose, cette merveille. Je crois que c'est le cheval qui m'a amené au dessin et à la sculpture animalière. Cet enthousiasme pour cette bête extraordinaire. La sculpture, je dis, ça transporte l'esprit. On a envie de toucher, on a envie ça. Mais la musique, ça transporte l'âme. Pour moi, c'est le summum de l'art, la musique. C'est quelque chose de beau en musique, c'est impalpable en plus. C'est immatériel, complètement immatériel, et ça transporte l'individu. Ça peut le rendre agressif, ça peut le rendre calme, ça peut le rendre heureux. Quand je démarre un animal que je ne connais pas trop, j'ai besoin d'être très concentré. Et donc, même si j'ai de la musique, je ne me rends même pas compte que j'ai de la musique, je suis concentré sur mon travail. On a besoin, quelquefois, quand c'est très technique, d'être très concentré. Je me rappelle une fois, sur une pierre, j'avais tracé un ours, et puis je commençais à tailler dedans. Ça faisait une demi-heure, puis d'un seul coup, dans cette pierre, pourquoi, j'en sais rien, mais je voyais un éléphant. Et finalement, j'ai libéré l'éléphant qui était dans la pierre. Et puis c'est pas un ours qui est sorti, c'est un éléphant. Instinctivement, il y a ce tic-tac. Alors cette pendule était chez mes grands-parents. Elle était dans la chambre à coucher de la grand-mère, et c'est là qu'on dormait, nous, le soir, quand on était petits. Donc elle remontait sa pendule, et on mettait ça, puis on s'endormait, on se réveillait avec ça. Et puis il y avait une pendule dans la cuisine, évidemment, enfin des grandes pendules comme ça. Donc après j'ai collectionné quand j'étais aux Beaux-Arts. Dans ma chambre, j'avais 14 pendules, je crois, je sais plus. Et tout le monde marchait, Et j'aimais beaucoup ce mouvement Et c'est pas le temps qui m'intéressait, c'est le mouvement. Tac, tac, tac. Et donc, je me mets ça, ou de temps en temps, je mets de la musique, mais c'est très apaisant. Oui, il y a peut-être une psychanalyse à faire derrière, on ne sait rien, et c'est vrai que je pense que les gens qui ont des problèmes, qui sont très excités, tout ça, les attacher dans leur lit, puis leur mettre le tic-tac, et puis les amener petit à petit à ralentir leurs excès. Par moments, j'ai besoin de silence. J'ai le tic-tac, et puis je regarde dehors, t'entends les oiseaux un peu, ou j'ouvre tout, j'ai le tic-tac, et puis j'ai le silence. Moi, je vois que les abeilles, là, elles sont rentrées de bonne heure, elles ont fait beaucoup de réserves de miel, puisque j'ai du ruche là derrière, et donc c'est signe d'un hiver qui pourrait être froid. Donc les insectes, la nature, elle prend le temps d'observer, elle sait. C'est pas un instinct, c'est une espèce de programmation. Regarder, se poser des questions, comment ça fonctionne, savoir s'émerveiller. La lenteur permet de s'émerveiller.
Moi, je suis bien dans mon atelier. Finalement, comme un enfant qui est en train de jouer, faut pas le déranger. Et c'est vrai que, aller à des vernissages, aller à des choses comme ça, il faut le faire, mais c'est pas là où je suis le plus heureux. Je ne suis pas un mondain. Restez caché. Il y a ce roman qui dit que les oiseaux se cachent pour mourir. Je suis devenu un ours, je me cache pour vivre. C'était Sculpter la douceur animale, avec le sculpteur Michel Bassompierre. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.